Хорошо. Hi, my name is Vlad. You might say that I'm bad, but I'm quite nice if you look into my eyes. Angry and calm, patient and eager, maybe not emperor, but a top-notch leader. Nous sommes ici à Saint-Pétersbourg, une ville qui a été martyrisée par la guerre. Vos grands-parents, je crois, avaient vécu le siège. Mon père et ma mère. Et ici, pendant le siège, mon frère est mort. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui? J'espère que non. Mais il faudrait que l'Europe manifeste davantage son indépendance et sa souveraineté. Et qu'elle soit capable de défendre ses intérêts nationaux et les intérêts de ses peuples et de ses pays. Vous avez dit, vous aimeriez que l'Europe soit plus indépendante. Aujourd'hui, par exemple, la France a changé par rapport à l'époque de Gaulle, à l'époque Mitterrand. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'à l'époque, la France est sortie de l'OTAN pour préserver sa souveraineté davantage que ne le permettait le cadre d'une alliance militaire. Mais vous comprenez bien que si pour discuter des affaires avec nos partenaires européens, nous devons aller à Washington, c'est quand même un peu curieux. Mais nous sommes maintenant dans un monde qui est géré selon des critères quasiment religieux. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Une morale. Oui. Moraux et religieux. Une moraline aiguë. On a atteint de moraline aiguë. Je veux dire, Poutine s'est mis en guerre contre Davos. Mais la question que je me pose, c'est celle-ci. C'est est-ce que Poutine n'a pas fait dans sa tête l'analyse que ce monde que vous décrivez, ce monde virtuel, etc., c'est son vrai ennemi. C'est le vrai ennemi de la Russie. C'est un ennemi civilisationnel. Oui, que quelque part, il pense que, allez, puisqu'il a un fond religieux, que c'est une puissance diabolique. Voilà. Et que donc, il faut se la payer. Et nous sommes revenus donc sur l'équation Huntington. Choc des civilisations. Mais oui, mais on pensait que ce serait contre la religion musulmane. Voilà, absolument. Et pas du tout, c'est entre deux blocs chrétiens, un qui garde les valeurs de toujours, mettons, et l'autre qui est devenu fou. Un protestant et un orthodoxe. Oui, c'est pas faux. Oui. Et l'Église catholique, on n'entend pas. Oui, entre les deux. Oui, un puritain et un orthodoxe. Oui, un puritain et un orthodoxe. Et dans la religion orthodoxe, la séparation entre le sacré et le politique n'est pas bien nette. Ça, ils n'ont jamais fait. Non, absolument. Donc lui, il se voit en chef de guerre. Très bien. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il se voit aussi en chef religieux. Il est là pour défendre un système de valeurs. Voilà, mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Hein. Non. J'essaye de comprendre ce qui passe dans la tête de ce gars-là. Je considère donc que c'est grave que les pays occidentaux et l'OTAN ne cessent que de jeter de l'huile sur le feu en laissant croire aux Ukrainiens qu'on va venir à leur secours, alors qu'en fait, bien entendu... Les Occidentaux jettent de l'eau sur le feu? Oui, bien sûr. Lorsque vous avez le général Gomard qui dit chez un de vos confrères qu'il faudrait étudier la façon d'assassiner Poutine. Il faut qu'on soit clair, parce que nous sommes des souverainistes et nous croyons en l'indépendance de la parole profondément. Personne ne peut être heureux d'une guerre, quelle qu'elle soit. Voir des personnes qui meurent, qui sont blessées, d'autres qui sont poussées à l'exil, personne ne peut être heureux de ces réalités. Mais ce que nous condamnons dans le traitement de l'information émanant des médias d'Occident, c'est qu'ils présentent la réaction de la Russie comme la totalité de l'histoire. Or, la Russie réagit à quelque chose. L'Ukraine, et c'est le regard d'une grande partie de la jeunesse africaine, l'Ukraine a été instrumentalisée depuis trop d'années par l'oligarchie occidentale, par l'OTAN, par l'élite américaine, d'accord, par l'oligarchie globaliste néolibérale, pour justement être une arme de menace et de pression vis-à-vis de la Russie. Il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Jamais, normalement, l'OTAN n'aurait dû étendre son influence jusqu'à une zone si proche.
Mais l'OTAN le fait, l'oligarchie occidentale le fait. L'OTAN a envoyé des formateurs canadiens, ils disent qu'ils ne sont pas présents en Ukraine, c'est faux, ils ont envoyé des formateurs canadiens pour commencer à former justement les forces militaires ukrainiennes, parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de faire taire toutes les forces qui résistent à ce globalisme néolibéral. Donc il faut être clair, il ne s'agit pas de dire que nous sommes des pom-pom girls du président Poutine. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des nuances, de toute évidence. On peut avoir des nuances avec toutes sortes de dirigeants dans le monde, mais nous aimons la justice. Et dire que le président Poutine est l'agresseur, c'est de la désinformation, c'est du mensonge médiatique. Et nous sommes du côté de la réalité, de la vérité. Donc nous sommes dans une logique d'équilibre, de justice et de rectitude informative qui nous pousse à être dans cette démarche. Le président Poutine et la Russie sont les agressés. Ce ne sont pas les agresseurs. Les agresseurs, c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Les dommages dramatiques collatéraux, parce que j'ai mal quand je les vois et quand je pense à ces derniers, c'est la population ukrainienne. Et j'ai encore plus mal quand je vois la population africaine qui vivait en Ukraine, qui est discriminée par ces mêmes Ukrainiens. Important de le dire. Donc bien sûr, les images que l'on montre sont troublantes et on ne peut qu'éprouver de la sympathie par rapport aux gens qui se font tuer. Mais il y a des gens qui se font tuer dans les deux camps. Ça fait 8 ans que des gens sont sous les bombardements du gouvernement de Kiev. Voilà, ce sont des immeubles de civils ukrainiens. Ah mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Hein? Ferme ta gueule. Oui, laissez-moi parler. Ça fait 8 ans qu'il y a quand même des gens qui sont dans les provinces de l'Est de l'Ukraine qui sont bombardées, personne n'en parle. Et puis par ailleurs, si vous voulez, une opinion, ça se travaille. Il y a par exemple des morts au Yémen avec les Houthis, vous avez beaucoup de morts dans l'Est du Congo, personne n'en parle. Nous avons affaire avec la Russie à la première puissance nucléaire mondiale. Elle a 6240 ogives nucléaires. La France, elle en a 290. Just kidding, I am the best, I am DJ, I don't dance, the beat is mine, the tune is mine, I'm mine. Parce que vous avez le général Gomard qui dit chez un de vos confrères qu'il faudrait étudier la façon d'assassiner Poutine. Je sais pas de la désescalade, hein. Qu'est-ce qu'on dirait pas s'il y avait un proche de Poutine qui disait ils étudient la façon d'assassiner Macron. Серьезный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют же. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственные основы этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формирования без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство.
И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Alors, je pense que c'est le chemin inéluctable. Si la Russie gagne cette guerre, c'est de toute façon le chemin, le destin, et c'est le sens de l'histoire. Chaque idéologie mortifère a un début et une fin. Le capitalisme n'a été freiné par rien. L'effondrement du mur de Berlin a vu sa consécration et a vu sa mutation dans une forme encore plus violente qui est le globalisme néolibéral. Le communisme s'est éteint, a même fini par adhérer, non pas à un globalisme néolibéral sur le terrain économique, certainement pas, mais sur un globalisme néolibéral sur le terrain sociétal. Ce globalisme-là est devenu une religion pour l'Occident et pour toutes les nations influencées par cette dernière. Mais en face, il y a eu un nouveau courant qui est monté, qui est le courant du souverainisme. Le courant du souverainisme traditionnaliste, qui est enclin dans une dynamique de solidarisme des peuples. Et cette réalité-là, aujourd'hui, si la Russie gagne cette guerre, peut prendre encore plus de valeur et d'ampleur. C'est ce que nous faisons sur le continent africain, ce que nous menons dans le cadre de notre combat de résistance contre le colonialisme, contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Et si la Russie réussit cela, elle pourra en être une garante parmi d'autres. Monsieur Asselineau, précisément, vous qui êtes attaché à la souveraineté des États, vous dites la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, par exemple. Oui. La France fait bien ce qu'elle veut si elle veut faire ça. Et si son chef d'État la pousse à faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Si l'Ukraine, elle veut y rentrer, elle aussi, elle fait bien ce qu'elle veut. L'Ukraine est un pays souverain. Si elle veut rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est sa souveraineté que de pousser cette candidature. Oui, je comprends bien. C'est une présentation séduisante pour les gens qui ne connaissent pas bien la géopolitique. Mais en 1962, Cuba était un pays souverain et indépendant, et lorsqu'il a accueilli les missiles soviétiques de Khrouchtchev, qu'est-ce qu'a dit le président Kennedy? Il a dit, si vous ne les retirez pas, c'est la guerre mondiale et c'est la guerre nucléaire. Pour vous, l'Ukraine n'est pas souveraine aujourd'hui? L'Ukraine, c'est comme, vous savez, il y a ce beau proverbe cubain qui dit, si loin de Dieu, si près des États-Unis. L'Ukraine, elle se trouve qu'elle est frontalière avec la Russie. Et madame a rappelé qu'il y a une histoire très longue entre l'Ukraine. Mais si elle n'en veut plus aujourd'hui, si elle veut se tourner vers l'Europe, c'est son droit. Écoutez, est-ce que vous voulez entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie? I save reporter from a tiger attack. Did you know? I drive Formula 1 car on the racetrack. Did you know? I dance will beat you the track. I fast jiu-jitsu, we have no matter. I hit the book, I make a strike. I never pull back, never sack. I'm called like Jack. C'est là la question. Je vous parle pas de ça, je vous parle de la souveraineté d'un État. Il y a quelque chose. C'est un État souverain, c'est pas à la France de dire ce que l'Ukraine doit faire. J'ai participé à des débats. On ne m'a jamais répondu à l'affaire de 1962. Pourquoi les États-Unis en 1962 ont-ils exigé, sous peine de guerre nucléaire... En l'occurrence, il n'y a pas de missiles et encore moins des missiles nucléaires sur le sol ukrainien, américain. Oui, mais parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de s'y installer. Écoutez, qu'est-ce qu'on dirait si, imaginez que demain, le président mexicain, qui est un président de gauche, accepte que les Russes mettent des bases militaires le long du Rio Grande, à 100 km de la frontière de l'Arizona ou du Texas. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Je reviens à ma question. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut? Non, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, malheureusement, c'est comme ça. De même que le Mexique ne peut pas faire ce qu'elle, de même que la France ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'il y a des réalités géopolitiques dans le monde. Et si on continue comme ça, on va dans une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui va d'ailleurs toucher les Français prochainement, puisque vous avez vu l'envolée du prix du blé, du pétrole, du gaz, des métaux, etc., des engrais. On risque d'avoir un effondrement de l'économie du monde occidental et une flambée des matières premières, et notamment pour les plus modestes d'entre les Français, une flambée du prix du pain, des pâtes, etc. My heart is cold. My moves are cold.
Et lorsque, imprudemment, Emmanuel Macron et son gouvernement disent qu'ils vont mener des représailles économiques et des sanctions économiques contre la Russie. Mais la Russie est un pays qui prépare cette guerre de longue date. Il ne faut pas prendre Poutine pour un bleu. La Russie de Poutine n'a pas de dette intérieure, n'a pas de dette extérieure, n'a pas de déficit commercial, n'a pas de déficit public, et ils ont des réserves de change de 2 années. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre pendant 2 années sans rien exporter. Donc ils sont blindés, alors que la France est dans un état de dépendance absolument invraisemblable. C'est là où c'est incroyable. C'est qu'en fait, un pays qui est dépendant va faire des moulinets, tentant de mettre à genoux uniquement par les mots une puissance qui, elle, est totalement indépendante et même peut vivre en autarcie pendant 2 années sans rien demander à personne. I'm here, little girl. You called me to save the world. Yes, Mr. Putin. I knew you are a good man. Let's do this. Donc moi je demande à Emmanuel Macron, qui prétend que l'Occident est supérieur, que la France est supérieure, etc. Avez-vous, monsieur le Président, bien mesuré les conséquences de vos déclarations dans la guerre par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Le but de la France, vous dites que c'est la paix, mais on ne fait pas la paix en escaladant la guerre, y compris par l'économie, parce que l'économie est un facteur de guerre. Les sanctions économiques sont un acte de guerre, un acte de représailles, mais un acte de guerre. La meilleure des désescalades, c'est de chercher la paix et de ne pas envenimer la situation, surtout qu'on n'en a pas les moyens. Parce que, monsieur le Président, vous mettez en danger nos paysans, vous mettez en danger tous les Français qui vont payer leur carburant, leur blé, leur essence, leur gaz, leur chauffage beaucoup plus cher, leur électricité également. Donc, monsieur le Président, mesurez vos propos et puis surtout, faites des déclarations que vous êtes capable de tenir. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Dernier élément que je voulais vous dire, c'est que lorsque le prix du blé augmente, et c'est déjà le cas depuis le début du conflit, parce que l'Ukraine aussi exporte du blé, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine va faire exploser les prix du blé. Qu'est-ce qui va se passer ailleurs dans le monde? C'est la théorie du chaos. La théorie du chaos, vous savez, c'est le battement d'aile d'un papillon qui provoque un tsunami de l'autre côté de la planète. Là, les prix du blé augmentent en Occident. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les pays qui sont lourdement dépendants du blé, notamment les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, etc. Ça va provoquer des famines et donc des révoltes populaires. C'est comme ça d'ailleurs que les printemps arabes ont démarré. Donc en fait, cette guerre n'est pas simplement une guerre européenne, elle menace la sécurité de régions entières du monde. Donc si l'Occident, et singulièrement la France, veut la paix, qu'elle commence un dialogue fructueux avec Poutine, qu'elle cesse de jouer des moulinets, de mener des déclarations qu'elle n'a pas les moyens de respecter, parce que franchement, monsieur Macron, vous nous faites passer pour des charlots, mais c'est un peu votre habitude depuis le début de votre quinquennat. Certains au plus haut niveau évoquent l'hypothèse de s'en prendre directement à lui. Alors je voulais qu'on voit certaines déclarations, notamment le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Voilà ce qu'il dit. C'est peut-être tout ce que l'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Également le sénateur américain que vous allez voir qui dit la chose suivante: la seule façon pour que ça se termine, c'est pour que quelqu'un en Russie élimine ce type, vous rendriez à votre pays et au monde un grand service. Alors je voulais qu'on écoute le général Henri Pinard-Legris sur LCI, il le dit. Alors certes, c'est une hypothèse, mais c'est une opération extrêmement difficile à mettre en place. On l'écoute. Une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Hein. Deuxièmement, c'est des abris atomiques. Donc on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Moi, il me paraît, comme officier, ou ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à toutes ces options et qu'on voit les possibilités. C'est des opportunités. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armureries, c'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Très intéressant. The Beatles from London to Ostankino Tower, Strawberry Fields forever in power. Yeah. If you want this track life, bitch, I'll play him by choice. I love my haters, I keep them close when they strike. From the bottom of my heart, I wish they're safe and alive. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc on peut soutenir un pays qui est victime d'un viol du droit international. Bien sûr, mais si vous voulez,
il n'y a pas que Poutine qui viole le droit international. Moi, je dis qu'il faut essayer de replacer la diplomatie au centre du jeu. Lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, ils ont violé le droit international. Ils ont bombardé, il y a 1 200 000 morts civils en Irak. Pourquoi il n'y a pas eu ces mobilisations? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le même lavage de cerveau? Non, il faut qu'il y ait arrêté avec le 2 poids 2 mesures. On a le sentiment, en disant ça, que vous dédramatisez en quelque sorte. Non, il faut dédiaboliser Vladimir Poutine. Pas du tout. Je suis très inquiet parce que je considère que les élites occidentales, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent, mais elles foncent dans le mur. On a un risque de dérapage militaire très grave, avec notamment cette affaire d'exclusion aérienne, parce que Zelensky demande qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne. Vous avez vu que l'OTAN, par le secrétaire général Stoltenberg, a dit qu'il n'en était pas question, sinon il y avait un risque de conflagration mondiale. Ça veut donc bien dire que les pays occidentaux et l'OTAN ne veulent pas entrer en conflit avec la Russie. Et ils le savent d'emblée. Donc on pousse les Ukrainiens en avant, mais on ne vient pas à leur secours. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas les soutenir, pour bombarder par exemple les populations civiles, ces hôpitaux, comme on les a vus? Je pense que, vous savez ce que disait De Gaulle, en parlant des États-Unis, ils devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. Les meilleurs alliés des Ukrainiens sont ceux qui devraient leur dire, écoutez, la géopolitique mondiale est telle que l'OTAN ne pourra pas venir à votre secours. Mais monsieur Asselineau, vous qui êtes... Donc il faut dans ces conditions, il faut trouver un accord de paix. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous président, dans 3 semaines, dans 1 mois? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je lancerai des consultations pour qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, une troïka de médiation où il n'y ait pas que des pays de l'OTAN. Parce que le problème de M. Macron, il a raison, hein, ses efforts sont louables, sauf qu'il est jugé parti puisqu'il fait partie de l'OTAN. Il faudrait avoir recours peut-être au président chinois, peut-être au Premier ministre indien, je ne sais pas, d'autres zones géopolitiques du monde qui essaieraient de bâtir une solution. Et la solution, je vais vous dire, elle ne passera pas par autre chose que par le fait que l'Ukraine devra devenir un pays neutre, sans base militaire, et l'accord... Notre combat est un combat de résistance. Un combat de résistance contre les diverses forces qui ont voulu diaboliser, déstructurer, déconstruire et spolier notre continent. Et parce que ce combat-là, qui est inséré dans le paradigme du courant idéologique qui est le nôtre, le panafricanisme, est un combat de vie ou de mort, nous nous sentons prêts et proches de toute entité qui s'inscrit dans la logique de résister pour son identité. Le panafricanisme est une idéologie révolutionnaire qui se veut être l'idéologie de la reconstruction et de la résurrection après les différentes blessures que nous avons connues vis-à-vis de la bête oligarchique occidentale qui n'a pas hésité à saigner nos peuples pour spolier nos ressources et nos matières premières. C'est une idéologie de révolution, c'est une théologie de la révolution, si je devais reprendre les propos de Don Helder Camara, et notre logique de résistance va dans le sens de transcender les différences qui sont des richesses, parce que la diversité est une richesse. Mais la diversité d'un bouquet de fleurs n'empêche pas le constat que ce sont toutes des fleurs. Eh bien l'Afrique c'est ça, c'est une mosaïque d'identité, mais qui, lorsqu'elles se rapprochent, se rendent compte, comme le disait le professeur Charanta Diop, qu'elles ont beaucoup plus de choses qui les réunissent que des choses qui les séparent. Et un doigt unique ne peut rien faire, 2 doigts ou 5 doigts séparés ne peuvent rien faire, mais quand ils s'unissent ces doigts,
et que le poing se ferme, ce poing a beaucoup plus de poids quand il s'agit d'attaquer et de résister.